Cette conférence, cette soirée, donc va être consacrée aux élections régionales et départementales. C'est une première, je dirais, pour la commission PPP. Ce n'est pas forcément une première pour SNL parce qu'on a fait 2 soirées comme ça en présentant successivement les états généraux et l'intranet au mois de mars et d'avril. Mais je voudrais, la commission PPP, j'en parlerai un peu plus tard, mais je voudrais juste dire ici que les représentants de la commission PPP sont là et que ce sont 5 personnes dans les départements. Et je signalais Suzanne Egal de 78, Hélène Harry du 94, Robert Thomas du 92, Hervé de Ferrodi du 91, qui prendra la parole tout à l'heure pour parler particulièrement des départements, et puis moi-même, François Meckel, qui suis donc le représentant de la commission PPP à Paris. Voilà. Alors, nous avons la chance d'accueillir aussi avec nous donc Jean-Claude Drian, et nous avons souhaité que Jean-Claude Drian soit là ce soir. Et la soirée va être partagée en 2 parties. Donc la première partie va être consacrée à un exposé, une petite conférence de Jean-Claude Drian sur la gouvernance du logement en Île-de-France, quelles conséquences pour la région et le département, quelles compétences, pardon, pour la région et le département, et comment on se situait par rapport aux élections en ce qui concerne le logement d'insertion également, par rapport à ces élections. Et puis, une deuxième partie, ce sera faite par les bénévoles de la commission, c'est-à-dire Hervé de Ferrodi et moi-même, et on parlera donc des régionales, on parlera des enjeux des régionales, des départementales et des possibilités concrètes d'action, et puis des dispositifs que la commission PPP a proposés aux SNL, aux associations SNL, pour se mobiliser dans ce contexte. Alors, on n'est pas avec le temps, on va se partager le temps, c'est pas très bien. C'est-à-dire que on a 1h30 devant nous jusqu'à 8h30. On pourrait considérer qu'on va passer peut-être 45 minutes sur la première partie et puis 45 minutes sur la deuxième, mais c'est assez souple. Voilà. L'idée, c'est de s'adapter, sachant qu'on ne souhaite pas vraiment aller au-delà. On va tenir de toute façon dans le temps qui est imparti, comme on dit. Alors, je voudrais, pour commencer, peut-être présenter Jean-Claude Drian. Jean-Claude Drian il est professeur à l'école d'urbanisme de Paris, à l'université Paris-Est. Et alors c'est une école qui a été créée en 2015, je crois, de la fusion de deux instituts d'urbanisme. Et c'est un spécialiste du logement, du logement social. Il est chercheur au Laburba, qui est le laboratoire de cette école d'urbanisme, l'école d'urbanisme. Et ses travaux portent sur les articulations entre les marchés du logement et les politiques de l'habitat, tant à l'échelle nationale que dans la diversité des territoires. Il contribue aux travaux du comité de pilotage, et il n'est pas seulement au comité de pilotage quand on lit l'ours de ce document, qui est le rapport annuel sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre. Il est à la fois au comité de pilotage et puis il contribue aussi dans le contenu de ce rapport annuellement, ce rapport qui est notre livre de chevet naturellement. Et puis alors, il contribue aussi, il a un point de contact, il a 2 points de contact avec SNL, Jean-Claude Drian. Le premier, c'est qu'il fait partie du comité scientifique d'un groupe de travail interassociatif auquel SNL participe, avec d'autres associations, avec la FAP, ATD, le Secours catholique, l'association d'Allo et Habitat Humanisme, qui est représenté ici. Un groupe qui s'appelle Zéro refus d'attribution de logement pour insuffisance de ressources. Voilà, bon, c'est un peu long, mais... Et ce groupe réfléchit à la difficulté, donc, pour les personnes avec une insuffisance de ressources, à se voir attribuer un logement social. C'est une réflexion qui dure depuis maintenant 3 ans, depuis 2018, et on va aborder, là, on est dans la 3e et presque la 4e année. C'est un travail de fond, et donc... Jean-Claude Drian est avec Pierre Madec, qui est un
un économiste de l'OFCE, spécialiste du logement, qui est aussi bien connu. Il est membre du comité scientifique de ce groupe et donc il apporte une aide particulièrement intéressante. Et c'est en particulier grâce à lui et à Pierre Madec que dans ce groupe, on a pu avoir accès aux données du système national d'enregistrement des demandes de logement social. Et puis alors, il a aussi un autre point de contact avec SNL, c'est que SNL Prologue accueille des stagiaires du Master Habitat et Renouvellement Urbain qui est dirigé par Jean-Claude Drian. Et en particulier, se trouve actuellement travaillant dans le cadre de la MOI, à SNL Prologue, mais plutôt à Paris en l'occurrence, un étudiant qui s'appelle Juan Ignacio Rosco Siffert. Voilà. Alors, toutes ces informations, je les ai tirées d'un livre, enfin les premières en tout cas. C'est une publication qui s'appelle Les crises du logement, écrite par Jean-Claude avec Pierre Madec, justement, et qui est paru au PUF, La vie des idées, dans la collection La vie des idées en 2018, et qui est un ouvrage collectif extrêmement intéressant sur ce qu'on vit dans le logement. Il a également écrit Les politiques du logement en France, documentation française en 2015, voilà. Et puis il a écrit aussi d'autres choses, des livres un peu plus anciens, et je ne vais pas citer les livres de les livres et les livres qu'il a produits dans sa carrière sud-américaine. Voilà. Alors, si nous avons souhaité que Jean-Claude Drian parle ce soir, c'est pour profiter de son expertise et puis essayer d'avoir une meilleure compréhension de ce sujet, de la gouvernance du logement en Île-de-France, qui est un millefeuille complexe d'institutions et de responsabilités, dont il est difficile de faire la part des rôles et des compétences et dont on dépend. Enfin, SNL, le logement d'insertion, dépend dans son action, on fait partie quelque part de cette gouvernance ou de cette absence de gouvernance, enfin, ou des difficultés de cette gouvernance, on en subit les conséquences. Donc, merci donc à Jean-Claude Drian de nous aider à essayer d'y voir clair sur ce sujet, sur cette question, dans la multiplicité de ses dimensions, y compris celle du logement d'insertion, puisque tout est lié dans le contexte de ces élections qui nous rassemblent ce soir. Voilà, donc Jean-Claude, la parole est à toi. Et à l'issue, donc, vous avez, on n'a pas précisé que, enfin, vous connaissez peut-être le système Zoom, vous savez qu'il y a un chat, hein, donc ça s'appelle un chat, on peut poser des questions, d'ailleurs un certain nombre de questions sont déjà... et comme le dit Gwenaël à tout le monde, pour les questions, merci d'utiliser le chat, je les noterai pour ensuite les poser aux intervenants. Donc après l'intervention de Jean-Claude Drian, eh bien Jean-Claude enfin bon, répondra aux questions qui seront posées dans le chat. Donc voilà, on se donne un certain temps, un quart d'heure, 20 minutes de conversation, plutôt un quart d'heure, 20 minutes pour Jean-Claude Drian, et puis ensuite 10, 15 minutes de questions-réponses, il n'y a pas de... Voilà. Jean-Claude, merci, à toi. Merci François. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Le volume est suffisant? Bon, parfait. C'est pour ça que j'ai ce casque et ce micro, c'est pour faciliter les échanges, pour bien vous entendre et puis pour essayer d'être de mon côté audible. Donc moi, je vais partir de la commande de François sur la gouvernance du logement en Île-de-France, même si on le verra assez vite, si on pose cette question de la gouvernance du logement en Île-de-France à propos des élections régionales et départementales, on verra assez vite qu'on a finalement assez vite fait le tour, parce qu'il se trouve que ce ne sont pas vraiment ni les départements ni la région qui exercent les compétences principales. Mais bon, on y reviendra et ça amènera à poser un certain nombre de questions, peut-être aussi pour l'avenir. Alors moi, mon propos va être très très général et pas centré sur le logement d'insertion, mais je pense, et c'est l'intérêt aussi d'avoir l'échange qui suivra mon intervention, que vous y trouverez des échos de vos expériences dans ce domaine. Alors avant d'entrer tout de suite dans la question de la gouvernance, je voulais quand même rappeler un certain nombre d'éléments de contexte qui me semblent quand même importants si on veut parler de la question du logement en Île-de-France. Alors, vous êtes pour la plupart franciliens, donc je pense que ce que je vais dire
ne vous surprendra pas. Mais je pense que c'est important parce que quand on parle de crise du logement, voilà, François disait que j'ai co-signé avec Pierre Madec et quelques jeunes collègues ce petit livre il y a 2 ans. On l'a appelé les crises du logement. On a mis un pluriel parce que ça nous semblait important de ne pas considérer que la crise du logement que l'on connaît aujourd'hui ressemblait à la crise du logement qu'on a pu connaître au début des années 50, au moment de l'appel de l'abbé Pierre, ou à d'autres moments comme ça. Et qu'un des éléments de différenciation par rapport à l'après-guerre, c'est que les situations en matière de logement se sont considérablement diversifiées sur le plan territorial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, poser la question de l'accès au logement dans la plupart des grandes villes de France ne se pose pas dans les mêmes termes que dans des villes moyennes, que dans des espaces ruraux, et qu'il y a une spécificité extrêmement forte, une particularité extrêmement forte de l'Île-de-France, qui est une sorte d'archétype de toutes les crises du logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup de régions, les gens que je rencontre me disent « Oui, bon, vous parlez de crise du logement, vous êtes bien gentil, mais enfin bon, quand le mètre carré est à 1 000 euros, dans l'ancien, c'est pas très très difficile de devenir propriétaire pour la majorité des ménages. » Oui, je dis oui, d'accord, mais c'est pas tout à fait la même chose à Paris. Et quand je dis Paris, je pense au Grand Paris. Alors, ces éléments de contexte, on peut les rappeler très très vite. Hein. Des prix qui sont devenus complètement inaccessibles, avec des différences par rapport au reste du territoire national qui sont devenues énormes et qui peuvent même sembler étranges vues de l'extérieur, quand on sait par exemple que le prix moyen de vente dans des communes qui ne sont pas les plus attractives de la Seine-Saint-Denis sont équivalents au prix de Nantes ou de Toulouse, hein, qui sont, elles, des villes attractives. Mais on voit qu'on a un caractère surdimensionné des prix immobiliers qui rend extrêmement difficile l'accès au logement pour beaucoup de ménages. Avec en plus une forte concurrence et très croissante aujourd'hui, surtout dans le centre de l'agglomération, des résidences secondaires, des locations meublées touristiques, etc. Certes atténuées par la crise que nous connaissons aujourd'hui, mais dont on voit bien que ils vont retrouver très probablement du dynamisme dès que les choses vont se détendre. On a un logement social. Face à cette situation de prix immobilier, on peut dire la solution, c'est le logement social. On a effectivement, en Île-de-France, c'est la région qui a le plus de logements sociaux en France. C'est la région dans laquelle on en construit le plus, ou on en a construit le plus ces 20 dernières années. Mais c'est aussi la région où le déséquilibre entre l'offre et la demande est le plus fort. On a aujourd'hui on a à peu près 1,3 million de logements sociaux en Île-de-France. On a 750 000 demandes et on a à peu près 75 000 attributions chaque année. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de 1 à 10 entre le nombre de demandeurs de logements sociaux inscrits dans le fichier et le nombre d'attributions effectives qui se fait chaque année. Et on a une forme de paradoxe parce qu'on construit beaucoup de logements sociaux, enfin on construit beaucoup, après c'est toujours discutable, mais encore une fois, c'est une région dans laquelle la production de logements sociaux est relativement dynamique. Mais donc, le stock de logements sociaux croît, mais l'offre baisse. Parce que les ménages qui sont dans les logements sociaux aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, y restent, parce que les portes de sortie, les possibilités offertes pour eux dans le marché, dans le patrimoine non social, ont considérablement reculé. Et donc, si les gens restent dans le logement social, ils ne les libèrent pas, et donc il n'y a pas d'offre. Donc, ce paradoxe, c'est que le stock augmente, l'offre recule. Et c'est une caractéristique très, très francilienne. Et puis, c'est aussi la région, François disait que je participe aux travaux de la Fondation Abbé Pierre, il y a ce chiffre qu'on retient toujours à propos du rapport annuel sur le mal-logement qui dit qu'il y a en France 4 millions de mal-logés. Voilà. C'est ce chiffre qui a un fort impact, qui est un chiffre extrêmement important, qui n'est pas très facile à élaborer, qui évolue pas beaucoup d'une année sur l'autre parce que les sources dont on dispose elles-mêmes sont insuffisantes. Mais bon, presque 1 sur 3 est en Île-de-France. 1,2 million de ces 4 millions sont en Île-de-France, alors que, par ailleurs, l'Île-de-France, c'est un peu plus de 15% de la population du pays. Hein, voilà. Mais c'est presque un tiers des mal logés.
Et puis des inégalités territoriales au sein de l'Île-de-France qui sont très très fortes. Classiquement, on parle du clivage entre l'Est et l'Ouest de l'Île-de-France. C'est aujourd'hui de plus en plus la granularité, de ces inégalités s'affine. Elles sont plus affinées qu'avant et on voit qu'on a au sein de territoires historiquement peu valorisés, on a des poches de valorisation qui se développent. Donc ces inégalités sont de plus en plus fines, mais elles sont aussi de plus en plus fortes. C'est-à-dire que non seulement on a des écarts de revenus forts, pour reprendre les grandes catégories, entre l'Est et l'Ouest, ou entre l'Ouest et le Nord-Est, par exemple la Seine-Saint-Denis, mais ces écarts croissent, c'est-à-dire là où habitent les riches, ils sont de plus en plus riches, et là où habitent les pauvres, ils sont de plus en plus pauvres. Et donc ces écarts croissent. Et quand on dit que en région Île-de-France, on a des revenus moyens supérieurs au reste du territoire, c'est vrai, mais c'est aussi en Île-de-France qu'on a le plus de pauvres, de toutes les régions de France. Donc voilà, on a un système global qui est très inégalitaire et sous très fortes contraintes, et qui évolue sous l'effet d'un certain nombre d'évolutions fortes. La perspective du Grand Paris Express, je disais que donc, ce réseau de transport en commun de métro qui est en cours de construction, qui va être mis en à partir de 2024, puis jusqu'en 2030, qui crée, je disais qu'il y avait une granulométrie plus fine des inégalités, mais les périmètres autour des futures gares du Grand Paris Express, dans certains cas, sont en train de prendre beaucoup de valeur et de créer des poches de valorisation immobilière extrêmement importantes qui risquent, certes, de générer plus de construction, plus de dynamisme, plus de capacité de mobilité pour les personnes une fois que le Grand Paris Express sera en service, mais aussi des mécanismes d'inégalité territoriale plus fortes là où ça se valorise. On a aussi en première couronne, particulièrement, des mécanismes très peu visibles, très peu maîtrisés, d'évolution de ce que j'appelle l'évolution diffuse ou d'évolution des secteurs diffus. Ceux d'entre vous qui connaissent bien la première couronne et notamment les secteurs pavillonnaires de première couronne voient bien, par exemple, un phénomène qui tend à se répandre, qui est le phénomène de subdivision pavillonnaire. Alors, vous passez devant des maisons individuelles et puis vous voyez de plus en plus souvent plusieurs boîtes à lettres. Bon. Voilà. Et ce phénomène-là, il crée une densification non dite, non visible dans le bâti, souvent, mais une densification qui devient assez forte, plus de pression sur le sol, et aussi souvent, pas toujours, mais aussi souvent, la fabrication de logements indignes, de formes d'habitat indignes dans ces maisons individuelles qu'on subdivise. Ce n'est pas toujours le cas, encore une fois, ça produit parfois des logements de tout à fait bonne qualité, mais ça génère pas mal d'inquiétudes dans les collectivités qui sont concernées, là, qui sont ces communes de première couronne dans lesquelles il y a une forte pression sur l'immobilier. Et puis, on voit bien que depuis maintenant 3 ans, depuis 4 ans, et on va soustraire les 2 dernières années, on a eu une poussée forte de la construction nouvelle en Île-de-France, après des années de disette, jusqu'en 2016, jusqu'en 2015, disons. L'Île-de-France était la région de France dans laquelle on construisait le moins de logements neufs rapportés à sa population. Si on rapporte à la population, on construisait plus en Picardie, dans le Limousin, qu'en Île-de-France. Donc, on a pris un retard considérable en la matière. Depuis 2015-2016, le mouvement est parti. Et le mouvement est même parti très fort, presque à la surprise générale. Et on a vu les grues se multiplier, on a vu la production croître fortement. Et beaucoup qui était de la production de promoteurs, c'est-à-dire de la promotion privée, destinés à l'accession à la propriété, avec des prix souvent très élevés, ou à l'investissement locatif défiscalisé, avec des prix souvent très élevés, très dans le diffus, c'est-à-dire des promoteurs qui faisaient l'acquisition de 2 pavillons avec une parcelle assez grande pour construire un petit immeuble. Et cette densification
dans des secteurs diffus comme ça, principalement en première couronne, mais aussi en deuxième couronne dans un certain nombre de pôles, souvent des pôles qui sont bien desservis en transport, et ceux qui vont l'être avec le Grand Paris Express, cette densification, elle a été très peu maîtrisée. On commence à arriver vers la question de la gouvernance. Elle a été très peu maîtrisée par les collectivités locales. Certaines qui le voulaient, qui l'ont vraiment souhaité, d'autres qui l'ont vu passer, et qui l'ont tellement vu passer que dans un certain nombre de villes, ça a été probablement la raison majeure de l'éviction d'un certain nombre d'équipes municipales lors des élections municipales de l'année dernière. Et c'est finalement tardivement, à partir de 2019, dans un certain nombre de communes, on a dit aïe aïe aïe, on a eu un mécontentement qui monte parce qu'on a construit beaucoup dans certains secteurs et on n'a pas suivi avec les équipements, on n'a pas suivi avec les écoles, on n'a pas suivi avec le stationnement, on n'a pas suivi avec tout ce qui va avec. Et donc ce mécontentement est monté. On s'est remis en Île-de-France à parler de bétonisation, qui est un terme qui a été utilisé dans un passé lointain, mais qui est vraiment revenu très fortement dans le vocabulaire depuis 2-3 ans. Donc là, il y a eu un coup de frein, ça aurait permis de construire. Et ce coup de frein, il a été encore renforcé, évidemment, par la crise sanitaire en 2020. Et les choses ne redémarrent pour l'instant que doucement, parce que les nouvelles équipes municipales sont aujourd'hui dans des positions de grande prudence. Donc, une production qui a été faible pendant longtemps. Je vois que la question est pourquoi on a pris ce retard de production. Je vais apporter une réponse qui est évidemment une réponse partielle, hein, mais cette réponse partielle, c'est l'absence de gouvernance du secteur et du système à l'échelle métropolitaine. Ce qui m'amène à la partie de mon propos qui est consacrée à la question de la gouvernance. Alors, la gouvernance du logement en Île-de-France, elle est extrêmement différente de ce qui se fait partout ailleurs dans le territoire national. Je vais commencer par une petite parenthèse, justement, en disant finalement, comment ça se passe ailleurs. Et de comment ça se passe ailleurs, c'est un modèle de gouvernance de la question de l'habitat, au sens large, pour ne pas dire seulement logement, un modèle de gouvernance de l'habitat qui s'est mis en place progressivement dès le début des années 2000, avec la montée en puissance de l'intercommunalité. Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles depuis quelques années, qui est la nouvelle forme d'intercommunalité pour les plus grandes des métropoles, qui sont mis en place et qui ont été dotés dès le début des années 2000 d'une compétence forte en matière de politique de l'habitat, à travers un document qui s'appelle le Programme local de l'habitat, le PLH, qui est un document stratégique que doivent élaborer toutes ces intercommunalités de taille importante, c'est-à-dire les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération. Elles doivent l'élaborer et à partir de ce document de Programme local de l'habitat, c'est un document d'urbanisme hein, qui est souvent élaboré parallèlement au plan local d'urbanisme hein, qui donne le droit du sol hein, dans les territoires. Ce document, il peut servir d'appui à ce qu'on appelle la délégation des aides à la pierre, c'est-à-dire un mécanisme par lequel, qui existe depuis 2004, par lequel l'État peut déléguer à ces intercommunalités son pouvoir de délivrance des aides à la production de logements, et notamment à la production de logements sociaux. Et donc, c'est une façon de donner la main à l'échelle de ces intercommunalités, métropole, agglomération, de leur donner la main pour gérer les relations avec les organismes de logement social, pour avoir des objectifs de production de logements sociaux, pour organiser la solidarité à l'intérieur de leur territoire. Et élaborer cette politique, encore une fois, solidaire à l'échelle de l'ensemble d'une agglomération. Et puis, donc ça, ce sont les intercommunalités qui sont en première ligne. On dit ce sont les chefs de file hein, dans le jargon aujourd'hui des politiques publiques. Et puis, il y a les départements qui, eux, jouent un rôle que je qualifie, enfin, qui jouent un double rôle. Ils jouent d'abord un rôle important qui est lié à leurs compétences telles qu'elles ont été mises en place dès la première vague de décentralisation au début des années 1980, qui est la compétence sur l'action sociale.
Et donc, quand en France est montée la préoccupation pour le droit au logement, hein, à partir du début des années 80, et qui va être vraiment mise en forme avec une mise en œuvre du droit au logement, pour reprendre le titre de la loi en question, qui est la loi qu'on appelle la loi Besson, Louis Besson, qui était ministre du Logement en 1990, et qui a mis en place un certain nombre de dispositifs, là aussi, d'ordre stratégique. Il existe dans tous les départements de France, depuis la loi Besson, ce qu'on appelle le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. C'est un sigle très très long, je passe le sigle, mais qui est un document, là encore, stratégique et opérationnel, qui définit par exemple les usages du Fonds de solidarité logement. Je pense que vous êtes un certain nombre à savoir et à connaître, voire à utiliser ces fonds de solidarité logement, qui sont gérés par les départements, parce que depuis le début des années 80, les départements ont cette compétence forte sur tout ce qui relève de l'action sociale. Donc on a, vous voyez, ce binôme entre des établissements, des intercommunalités qui gèrent plutôt le lien avec l'urbanisme, la production de logements, mais aussi l'intervention sur le logement existant, puis de l'autre côté, les départements qui gèrent la dimension la plus sociale. Et puis souvent, et ça c'est moins vrai en Île-de-France, qui ont une action en quelque sorte subsidiaire sur les territoires qui ne sont pas couverts par les agglomérations, le rural, les petites villes, hein, et pour lequel ils peuvent aussi, eux aussi, avoir la délégation des aides à la pierre pour ces territoires, en dehors des grandes villes. Et puis les régions dans tout ça, hein, vous voyez, on a vu les intercommunalités, les départements, les régions. Les régions dans tout ça, ben, ce sont sur le domaine de l'habitat des naines. Elles n'ont à peu près aucune compétence. Alors, elles exercent des compétences à travers leur schéma d'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'elles essaient, avec plus ou moins d'ailleurs d'intensité selon les régions, selon les volontés politiques locales, de s'emparer un petit peu de la question du logement dans une logique aménagement du territoire. Moi, j'ai un petit peu travaillé avec la région Nouvelle-Aquitaine ces dernières années, qui dit clairement, bon, moi, des endroits comme la métropole de Bordeaux ou les métropoles de Bayonne, Biarritz ou Pau, ou ces grandes villes qu'il y a dans cette région, finalement, j'ai rien à y dire et j'ai rien à y faire. En revanche, je vois que dans les petites villes, dans les territoires ruraux, il y a un besoin d'assistance, par exemple en ingénierie, parce qu'il y a des petites équipes qui gèrent ces territoires, donc ils peuvent avoir besoin d'aide en matière d'études, d'accompagnement, etc. Voilà. Mais c'est à peu près tout ce qu'elles font, les régions. Alors dans tout ça, l'Île-de-France, c'est très différent. L'Île-de-France, c'est très différent pour deux raisons. La première raison, c'est que l'intercommunalité, dans la partie centrale, c'est-à-dire pour aller vite, les 4 départements centraux, c'est-à-dire Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, qui constituent ce qu'on appelle Paris et la première couronne, qui constituent aujourd'hui ce qu'est la métropole du Grand Paris, l'intercommunalité n'a pas pris, ou elle a pris très tardivement et très mal. On a un certain nombre d'intercommunalités qui ont précédé la création de la métropole du Grand Paris. Les plus connus sont Plaine Commune, en Seine-Saint-Denis, Est Ensemble, dans un autre secteur de la Seine-Saint-Denis, et puis d'autres qui sont dans un genre assez différent, Grand Paris Seine-Ouest, hein, autour de Boulogne-Billancourt, ici les Moulineaux, donc un genre de politique évidemment un petit peu différent de celui de Plaine Commune. Et puis une ville de Paris qui a toujours refusé la logique intercommunale, ou enfin toujours, en tout cas qui a souvent refusé la logique intercommunale. Et puis le reste de cette première couronne a connu des intercommunalités de petite taille et beaucoup de communes qui sont restées longtemps toutes seules. Et donc tout ce fonctionnement intercommunal qui a marqué depuis 20 ans l'évolution de la gouvernance de l'habitat en région, eh ben, il ne s'est pas produit sur la partie la plus urbanisée de l'Île-de-France. En deuxième couronne, dans les Yvelines, en Essonne, dans le Val d'Oise, en Seine-et-Marne, on a sur des villes moyennes, Meaux, Melun, Mantes-la-Jolie, on a connu des développements d'intercommunalité qui ressemblent à ce qui s'est fait en province.
mais sur la partie centrale, pas du tout. Et l'autre raison, c'est qu'on a quand même, et là depuis quasiment les années 60, une région qui est dotée d'un certain nombre de compétences en matière d'aménagement du territoire que n'ont pas les autres régions. C'est-à-dire, on a en Île-de-France un schéma directeur, qu'on appelle le SDRIF, hein, le schéma directeur de la région Île-de-France, qui n'existe pas dans les autres régions, et qui est un schéma d'aménagement, de maîtrise de l'aménagement de l'ensemble du territoire régional, qui comprend, contrairement à ce qui se passe dans les autres régions, qui comprend explicitement un volet consacré à la question du logement. Dans une logique de construction, hein, pas tellement sur autre chose, parce qu'une politique du logement, vous comprenez bien, c'est pas seulement une politique de construction, c'est aussi tout ce qui est l'action sur le parc existant, tout ce qui est l'amélioration du parc, la lutte contre l'habitat indigne, etc., l'accession à la propriété, etc., qui ne passent pas forcément par la construction de logements neufs. Le schéma directeur, on appelle donc le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, lui, il énonce des objectifs en matière de construction. Et c'est au moment où monte le débat sur le Grand Paris, hein, qui est initié par Sarkozy, hein, quand il est président de la République, hein, qui va initier le débat sur le Grand Paris, qui va lancer le projet du grand 8 hein, de transport francilien, que va commencer à revenir un débat, une réflexion sur est-ce qu'il ne faut pas quand même faire quelque chose pour la gouvernance de cette métropole. Et la réflexion sur la gouvernance de la métropole, elle est d'abord une réflexion sur le logement. Parce que la question des transports, historiquement, elle est gérée à l'échelle régionale. Beaucoup d'autres choses, les plans d'urbanisme sont plutôt gérés à l'échelle communale et un petit peu à l'échelle intercommunale. Mais s'il y a besoin, s'il apparaît vraiment dans le débat sur l'Île-de-France, un débat sur la gouvernance francilienne, c'est le sujet du logement qui est en premier, qui vient en premier. Donc, si on parle de la réforme de l'organisation territoriale et de la gouvernance de l'Île-de-France, c'est d'abord un sujet logement. C'est pour ça que c'est créé. Et je crois que le diagnostic que je faisais au début, dire la crise du logement, elle est liée à l'absence de gouvernance. Je ne suis évidemment pas le seul à faire ce diagnostic. Et dans le débat général, tout le monde dit, en gros, au début des années 2000, au milieu des années 2000, le statu quo ne peut pas durer, ça n'est pas tenable, on va continuer à s'enfoncer dans la crise. Et donc, il faut introduire une réforme. Alors, il y a un premier élément qui vient en 2010, il y a la première loi sur le Grand Paris, qui est la loi qui va se créer la Société du Grand Paris, qui est en charge de la construction du métro, un peu à la surprise générale, parce que cette loi de 2010 sur le Grand Paris, c'est vraiment une loi sur le métro, hein. Mais quand même, dans son article 1, elle dit il est nécessaire en Île-de-France de construire 70 000 logements par an. Alors qu'à ce moment-là, on était à 45 000, hein, les bonnes années. Donc, on a l'impression que c'était un objectif absolument intenable. Alors, pendant les grandes années dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, en 2016, 2017, 2018, juste avant que ça se tasse un peu en 2019-2020, on a effectivement dépassé les 70 000, un peu à la surprise générale. Le problème, c'est qu'on ne les a pas maîtrisés, c'est-à-dire ils se sont faits de façon un peu n'importe comment, n'importe comment et un peu n'importe où, parce que ce n'était pas gouverné. Donc, il y a cette loi qui dit ça, et puis il y a l'idée qui dit il faut instaurer un mode de gouvernance particulier. Et c'est là que va se créer cet emboîtement de poupées russes que nous connaissons aujourd'hui et dont on voit qu'il ne fonctionne pas. Cet emboîtement de poupées russes, c'est la création d'une métropole, la métropole du Grand Paris, qui est une métropole particulière, qui n'est pas du tout la même que la métropole de Lyon, la métropole de Bordeaux ou la métropole de Nancy. C'est une métropole qui va englober un territoire extrêmement vaste, mais tout à fait insuffisant. Extrêmement vaste parce qu'il va englober les 4 départements centraux, et puis même quelques communes qui dépassent un petit peu au nord de l'Essonne, et puis dans le Val d'Oise, Argenteuil, hein, qui est à l'intérieur de la métropole du Grand Paris, mais enfin, disons, pour l'essentiel, cette métropole, c'est les 4 départements. Et c'est cette métropole, cette énorme chose,
dont je dis que le périmètre est insuffisant parce que, par exemple, il n'y a pas les aéroports dedans. Donc, dans une logique de développement global, créer une métropole dans laquelle on ne met pas les grands aéroports qui en sont des ressources importantes. Moi, je travaille à Marne-la-Vallée, hein, dans un endroit qui s'appelle la Cité Descartes, qui est situé à Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Quand je sors du RER, la ligne A, à la station qui s'appelle Noisy-Champs, je suis à Noisy, Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand est en Seine-Saint-Denis, dans la métropole du Grand Paris. Je fais 3 pas, j'ai passé la frontière communale. Je suis à Champs-sur-Marne, où est situé un très vaste pôle universitaire, l'école des ponts et chaussées, une grande école d'ingénieurs, une école d'architecture, l'université de Marne-la-Vallée, etc. Un gros pôle universitaire. Je ne suis plus dans la métropole du Grand Paris, je suis à Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne, dans une autre agglomération. C'est absurde. C'est absurde. Donc, à la fois énorme et insuffisante. Et c'est cette métropole du Grand Paris à qui est confiée la compétence d'être le chef de file de l'habitat dans la métropole. Avec quelque chose, avec cette grande créativité administrative que nous avons dans notre pays, on va créer un nouveau document qu'on appelle, accrochez-vous sur les sigles, hein, le Plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, le PMHH, qui, dit la loi, a valeur de PLH. Alors, pourquoi on ne l'a pas appelé un PLH sur un programme local de l'habitat comme les autres? On ne sait pas très bien. Bon, bref, il a valeur de PLH. Et c'est quand ce programme métropolitain, ce plan métropolitain sera approuvé, que la métropole du Grand Paris pourra prendre, comme les autres métropoles, cette fameuse délégation des aides à la pierre, c'est-à-dire cette capacité à maîtriser sur son territoire la production de logements sociaux et politiques de l'habitat. Ce plan métropolitain devait être approuvé au 1er janvier 2019. Il ne l'est pas. Il est prêt. Il est entièrement rédigé, il est disponible sur Internet. Il existe. Mais il n'a pas été approuvé politiquement. Donc, il n'a aucune valeur. Donc, il n'y a pas de PLH métropolitain en Île-de-France. Il n'y a pas de délégation des aides à la pierre, il n'y a pas de pilote des politiques de l'habitat. À l'intérieur de cette métropole, on a créé des intercommunalités. Pardon. On a créé des intercommunalités à pouvoir limiter, c'est-à-dire des intercommunalités qui ne sont pas l'équivalent des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et autres, puisqu'elles ne sont pas en mesure d'élaborer des programmes locaux de l'habitat. C'est ce qu'on appelle les territoires ou les établissements publics territoriaux. Il y en a 12, Paris en est un, et puis il y en a 11 autres dont certains ont une longue histoire. Plaine Commune, Est Ensemble, Grand Paris Seine-Ouest, les 3 que je citais tout à l'heure. Ils ont leur histoire et coup de chance, si j'ose dire. Ce n'est pas seulement qu'un coup de chance, j'exagère, mais coup de chance, ils ont le même périmètre que les intercommunalités qui préexistaient. Et donc, on a là une forme de continuité de politique. Dans certains cas, à Est Ensemble, avant la réforme, il y avait un programme local de l'habitat. Il y a toujours, du coup, un PLH d'Est Ensemble qui ne peut pas être refait, puisque ça n'est plus la compétence des EPT, mais qui existe et qui, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas ce plan métropolitain, continue d'exister. Et vous avez d'autres de ces territoires dans lesquels ces établissements publics territoriaux parce que les communes qui le constituent refusent qu'on leur prenne en quelque sorte des compétences, ne jouent absolument aucun rôle, ni sur le domaine de l'habitat, c'est à peu près rien d'autre, aucun autre, si ce n'est être au service des communes. Mais, vous voyez, la logique de l'intercommunalité, c'est que l'intercommunalité devient le lieu de la solidarité entre les territoires. Alors que quand on est dans une logique comme dans la plupart des autres des établissements publics territoriaux de la métropole, c'est le contraire. C'est-à-dire que finalement, ils font ce que les communes leur demandent, mais pas forcément dans la logique de la solidarité à l'intérieur de ce territoire. Et du coup, ça signifie que aujourd'hui encore, la logique prégnante dans ces territoires et dans la métropole du Grand Paris
à l'exception, pour aller vite, de Plaine Commune et d'Est Ensemble, et encore, c'est une logique communale. Et donc une logique qui n'est pas une gouvernance métropolitaine, et donc une logique qui n'est pas par essence solidaire, qui est celle des intérêts, des micro-intérêts locaux, j'ai plus le chiffre en tête, pardon, je ne l'ai pas repris, mais il y a plus de 400 communes dans la métropole du Grand Paris. 400 communes dans la métropole du Grand Paris. Vous êtes à Lyon, la métropole de Lyon pilote les politiques de l'habitat dans toute la métropole. À Lille, pareil. À Bordeaux, à Nantes. À Marseille, c'est plus compliqué. Ça, bon. Mais toutes les grandes villes que j'ai citées sont entièrement pilotées de façon métropolitaine et, encore une fois, dans une logique qui va privilégier la solidarité. Alors, quid de la région et du département, pour finir, et des départements dans ce paysage? Alors, la région, elle a quand même, je vous le disais, avec le schéma directeur de la région Île-de-France, une compétence un peu plus forte que les autres en matière d'habitat. Un peu plus forte que les autres, notamment parce que la réforme globale, la création de la métropole, etc., a donné lieu aussi à la création d'un schéma régional de l'habitat et de l'hébergement. Donc, vous voyez les emboîtements, hein, le plan métropolitain pour la métropole, le schéma régional à l'échelle de la région. Mais ce schéma régional, pour faire simple, enfin pour faire pas simple comme d'habitude, ça n'est pas un document de la région, c'est un document co-signé, co-élaboré, co-approuvé par la région et l'État. Et en réalité, la région s'y est assez peu intéressée. Il existe, lui. Ah, lui, il existe, il a été approuvé. Il est en vigueur. Et sur la question du logement, en fait, il reprend et développe ce qu'il y avait déjà dans le schéma directeur de la région Île-de-France, l'objectif des 70 000, puisque c'est la loi, c'est censé être la loi, et une répartition des 70 000 logements. Voilà. Mais c'est à peu près tout, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles la région Île-de-France n'a pas pris en charge de façon importante cette question du logement à ce jour, c'est la métropole. C'est-à-dire que du point de vue de la région, s'il y a la métropole, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Valérie Pécresse est radicalement opposée à l'idée même de la métropole du Grand Paris. Hein. En fait, si la métropole du Grand Paris exerçait véritablement ses compétences, eh bien finalement, sur la question du logement en Île-de-France, il resterait les espaces ruraux. Alors, la gouvernance du logement pour la région Île-de-France serait la gouvernance de la deuxième couronne. C'est-à-dire pour beaucoup des espaces agricoles. Ce qu'elle, évidemment, elle ne veut pas, mais aujourd'hui, elle est aujourd'hui en quelque sorte coincée par l'existence de cette métropole. Hein, c'est une des raisons pour lesquelles elle est radicalement opposée à son existence. Et alors les départements, ils ont là aussi des comportements très divers. Certes, ils exercent leurs compétences en matière de politique sociale, et je pense que les uns et les autres, hein, sur le logement d'insertion, vous êtes en relation avec les politiques départementales. Mais il y a par exemple eu très peu de volonté de la part des départements d'Île-de-France de prendre la délégation des aides à la pierre, alors qu'ils pouvaient la prendre eux-mêmes. Les Hauts-de-Seine l'ont pris un temps, mais se l'a vu retiré par l'État au bout de 6 ans, parce que cette délégation, elle est remise en cause tous les 6 ans. L'État l'a retiré parce que le département des Hauts-de-Seine ne faisait pas suffisamment de logements sociaux, ne faisait pas autant de logements sociaux que ceux qui étaient inscrits dans la convention de délégation. Il y a la ville de Paris, qui est aussi un département, donc c'est le département de Paris, en fait, qui a aujourd'hui la délégation des aides à la pierre, mais qui la perdrait si le plan métropolitain était approuvé, encore une fois. Mais le sera-t-il? On n'en sait rien. Donc, en fait, cette espèce d'impasse dans laquelle on est, certes, le statu quo d'avant n'était pas tenable, mais on voit que le fonctionnement d'aujourd'hui n'est pas non plus satisfaisant, fait que depuis maintenant, allez, on va dire 2017 pour prendre une date qui est celle de l'élection d'Emmanuel Macron, est posée sur la table la question de réformer
la gouvernance de l'Île-de-France. Et quand Macron a été élu, il avait dit rapidement c'est trop cette superposition entre des communes, des établissements publics territoriaux, des départements, une métropole du Grand Paris, une région Île-de-France. Il y a au moins un échelon en trop. Alors lequel? Et il avait annoncé, juste après son élection en mai 2017, qu'à l'automne, je vous proposerai une réforme. Nous l'attendons toujours. Et donc, pour l'instant, aucune proposition n'est sur la table. Une des hypothèses qui tourne, mais il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement que je la cite comme ça pour ouvrir la discussion, et puis je vais m'arrêter là parce que le temps passe. Une des hypothèses qui tourne est celle de supprimer l'échelon de la métropole, de confier la compétence à une collectivité qui aurait le périmètre de la région. Vous voyez, voilà, c'est pas forcément la région telle qu'elle est aujourd'hui, mais une collectivité nouvelle et spécifique, comme il en existe dans toutes les grandes villes du monde. Le Grand Londres, New York. Enfin, on voit aujourd'hui que Madame Hidalgo, parce qu'elle est seule dans le paysage finalement, échange d'égal à égal avec le maire de Londres, le maire de New York, le maire de Tokyo. Mais on parle là de métropoles qui ont 10 millions d'habitants. La ville de Paris, c'est seulement 2 millions d'habitants dans une région où il y en a 12. Et donc, s'il devait y avoir un équivalent au maire de Londres, au maire de New York, au maire de Tokyo, ça n'est pas Madame Hidalgo. Alors, ce n'est pas de sa faute, je ne la mets pas en cause. Et je dis, aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent. Cet équivalent n'existe pas. Et sur la question du logement, c'est dramatique. Et donc, l'idée, ce serait une des idées, encore une fois, c'est peut-être celle que moi j'avancerai, tant pis si ça fait plaisir à Madame Pécresse, c'est effectivement de créer cette institution à l'échelle de ce qu'est aujourd'hui la région Île-de-France et de donner aux établissements publics territoriaux de la première couronne un statut d'intercommunalité de droit commun, comme les autres, en mesure d'élaborer leurs programmes locaux de l'habitat, en mesure de prendre éventuellement la délégation des aides à la pierre à l'échelle de ces établissements publics territoriaux, puisque la métropole en tant que telle a fait la preuve qu'elle ne fonctionnait pas. Voilà, je m'arrête là, j'espère avoir apporté quelques éléments et je suis à votre disposition pour échanger. Bien, ben merci beaucoup Jean-Claude pour ce tour de piste. C'est pas très positif hein, tout ça. Bon, ça c'est clair. Alors nous avons je ne sais pas parce qu'effectivement il est déjà 19h50, donc il nous reste 40 minutes. Il y a des remarques qui ont été faites de la part de Denis Laurent, qui dit que c'est exactement comme le dit Jean-Claude Drian pour le territoire 10 Paris-Est, Marne-et-Bois. Il a fait tout à l'heure un autre commentaire en disant que le maire de sa commune préférée où il habite, Saint-Maur, il fait exactement ce qu'il ne devrait pas faire, c'est-à-dire il ne fait pas de PLH, si j'ai bien compris. Enfin bon, c'est le mauvais élève absolu, là, le maire de Saint-Maur. Oui, je connais bien ce territoire pour y habiter, pas à Saint-Maur, mais et je confirme absolument ce que dit Denis Laurent. Mais on peut dire la même chose de Grand Orly-Seine-Bièvre, hein, qui est encore plus grand, hein, qui est le PT12 au sud, qui va d'Orly à Gentilly, Kremlin-Bicêtre, etc. Et qui d'ailleurs s'auto-désigne comme une coopérative de communes, une coopérative de ville. Voilà, c'est ce qui est remarquable au sens strict du terme. Voilà. Voilà. Et donc Suzanne Egal, qui est une camarade de la commission PPP, qui fait remarquer qu'il y a bien un pilotage par les préfectures de l'application de la loi SRU avec fixation des objectifs par période triennale et un suivi. Oui, mais là, on est au niveau de l'État. Alors, sa question, c'est comment se fait le lien avec le schéma régional. Alors, bon, je ne sais pas si on a le temps de répondre à cette question ou si c'est un peu... Je peux répondre très vite. C'est-à-dire que le schéma régional, il est co-signé par l'État. L'État est bien partenaire du schéma régional. Simplement, ce schéma régional, il renvoie à l'échelle des intercommunalités, à la métropole du Grand Paris et aux intercommunalités de deuxième couronne, la responsabilité
déterminer la part de logements sociaux à l'intérieur de l'objectif des 70 000. C'est-à-dire que l'objectif des 70 000 régional, il est bien réparti à l'intérieur des territoires. Donc chaque territoire, qui soit un EPT ou un EPCI en deuxième couronne, se voit doté en quelque sorte d'un objectif global de construction. La répartition des logements sociaux, c'est au PLH de l'établir. C'est donc à l'échelle des intercommunalités. Et la mise en œuvre de la loi SRU, là, pour le coup, c'est le préfet. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres... je crois que là, on a le schéma, enfin, schéma, si on peut dire, que le schéma que nous a tracé Jean-Claude est assez clair. Moi, je dis qu'il n'est pas très optimiste parce que c'est vrai que c'est une situation tellement complexe que mais on a une bonne vision à travers ça des compétences ou des non-compétences en fait de nos deux institutions qui nous concernent particulièrement ce soir, c'est-à-dire la région et le département. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires particuliers, je pense que l'on peut passer à la deuxième partie de notre conférence, c'est-à-dire passer la main donc à la commission PPP. Quels seraient, Gérard Roléon, quels seraient les outils pour réguler les constructions? Alors, on a une question de Gérard Roléon. Quels seraient les outils pour réguler la construction privée dans les villes de la Petite Couronne? Ah, bon, ça c'est une... Je ne sais pas si c'est une question qui mérite une réponse écrite ou c'est une... Oula. Allô? Micro? Oui. Oui, enfin, c'est à moi que tu poses la question, François. Oui. Les outils, c'est le plan local d'urbanisme, c'est les permis de construire, c'est la négociation avec les opérateurs. C'est sûr que si les PLU, donc les plans locaux d'urbanisme, rendent possible un certain nombre de choses parce qu'ils ont été mal rédigés, il est assez logique que les opérateurs se glissent dans les trous. Maintenant, sur tout ce qui est la construction privée, diffuse, un peu informelle, telle qu'elle se fait dans la subdivision pavillonnaire, comme je le disais tout à l'heure, là, il y a un vrai problème juridique. C'est-à-dire que beaucoup de ces subdivisions se font sans aucun permis de construire et sans aucune déclaration à personne. Et là, ça génère beaucoup d'inquiétudes auprès des élus locaux qui ne savent pas très bien comment faire aujourd'hui. Et les chartes promoteurs, je vois pour la production des promoteurs, c'est une très bonne idée, ça marche bien. Ça marche bien. Et aujourd'hui, les promoteurs qui, au début, ont beaucoup râlé parce qu'ils disaient ça n'a pas de portée juridique, ça nous empêche de faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, ils sont très demandeurs parce qu'ils sont aujourd'hui beaucoup plus qu'avant demandeurs d'échanges avec les collectivités. Très bien, parfait, merci. Bien, écoutez, je pense que merci Jean-Claude et merci à Fabrice d'avoir posé cette question. Et Fabrice, tu nous confieras un peu plus précisément ce que sont les chartes de promoteurs.